vie. Le podcast de Second Souffle. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Voix et vie des dents. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la relation qu'on entretient avec notre proche aidé, comment maintenir cette relation pour qu'elle soit la plus sereine possible. Aujourd'hui, je suis de nouveau accompagnée de Christine, de Valentin, d'Olivia et d'Esteban. On va évoquer la relation d'aide. Alors, pour ça, on vous propose, Christine et Esteban, aujourd'hui, de nous parler un petit peu plus de la relation d'aide. Et je suis la maman d'Esteban, du coup, donc, dont je vous ai parlé. J'avais 2 enfants qui présentent des troubles de l'apprentissage, dont Esteban aujourd'hui bientôt 18 ans. Moi, je me suis retrouvée, Esteban avait 3 ans quand il a commencé d'abord par la maladie chronique à avoir comme une gastro-entérite géante. On a fait pas mal d'examens, on a eu très peur parce que on nous a parlé d'hépatite C, même de HIV, comme peuvent faire les médecins lorsqu'ils ne sont pas sûrs d'eux, ils font des diagnostics un peu sauvages comme ça. J'ai passé un été terrible. Finalement, pour ne pas avoir réellement de diagnostic, il faudra attendre qu'Esteban ait 11 ans. Donc là, on avait 3 ans, il a 3 ans jusqu'à 11 ans. Esteban souffrait énormément le soir, en particulier le soir, de maux de ventre que nous avons beaucoup niés, comme si, c'était un peu un moyen d'échapper au sommeil. De même qu'il était très interrogatif sur la vie dans ces moments-là. Avec un état un petit peu que les médecins notaient de dépressif, sans pour autant que j'ai cette sensation qu'il soit dans la dépression, mais c'était quand même très compliqué le sommeil, vraiment, et ça reste encore aujourd'hui difficile pour lui. Et puis les années passent, on arrive en CM1, et en CM1, les troubles alimentaires sont assez importants, continuent, on finit par s'adapter plus ou moins, mais faut reconnaître que pour Esteban, ça a été difficile parce que l'adaptation a été surtout pour lui, parce qu'il a supporté ce que nous ne comprenions pas, médecins, parents. Et puis bien sur le plan scolaire, c'est difficile aussi, Esteban a du mal à s'organiser, tout est pénible finalement dans l'apprentissage et il tombe sur un professeur en fait qui, en ses mains, se croit au lycée limite. Donc Esteban, prise de notes, je m'aperçois au bout de 3 mois que Esteban il est noyé. C'est un bazar total dans ses affaires scolaires et je regarde son écriture et ça me saute aux yeux. Alors que j'ai toujours vu ses écrits. Mais là, pour le coup, et Esteban, quand on finit par parler avec lui, quand même, se plaint de douleur, en fait, dans la main, physiquement. Mais là encore, ça reste, l'école reste encore fermée. Nous avons une situation, si aujourd'hui, moi, je suis monoparentale avec les 4 enfants, ça a été très compliqué aussi dans la discussion avec son papa sur le sujet. Il y avait un vrai déni familial de toute la famille, au sens large, que ce soit ses grands-parents, tout le monde. En fait, Esteban, il apparaissait un peu comme paresseux, il sait pas faire. On mettait qu'il dort pas parce qu'il veut jouer, parce que si, parce que là. Et en fait, arrive une rencontre avec un médecin généraliste qui d'un coup va tout déclencher. Et là, c'est Necker qui va prendre en charge Esteban, assez finalement dans l'urgence parce qu'il dort plus, il mange pas correctement, il tremble, il n'en peut plus en fait. Et l'apprentissage devient impossible en fait. Et alors qu'il a tout à fait des compétences, parce que c'était aussi ça à rassurer. J'ai eu un grand travail à rassurer aussi ses compétences d'apprentissage, parce que du coup elle ne se voyait plus. Et il n'était plus dans cette situation même de comment je peux réussir quelque chose. Et finalement, c'est très angoissant et ça finissait par c'est comme le chat qui se mord la queue, on tourne en rond. Du coup, le diagnostic tombe, en plus de cette maladie chronique. Une grosse dysgraphie, une dysgraphie sévère, et même plus tard, pour aller un peu plus vite, les diagnostics les bilans vont être refaits, parce que mis en question de ce premier bilan, le bilan suivant va montrer la même chose, même plus loin. Il fait partie d'enfants qui sont gauchers contrariés, mais de lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est imposé, Esteban a fini par s'imposer finalement de faire ce qu'on lui demandait. Malgré le fait qu'il n'était pas en capacité de le faire. Et donc la dysgraphie s'est aggravée qu'en fait il est gaucher, alors qu'il est droitier aujourd'hui. Du coup, en quelques mots, tu peux nous définir ce que c'est la dysgraphie ? Oui, alors la dysgraphie, c'est un trouble de l'écrit, à l'écrit, et en fait qui est un trouble du geste. C'est pas seulement en fait j'écris mal
et je ne suis pas lisible, ce qui est souvent pris comme ça, mais en fait, il écrit, donc il n'y a pas de problème. Non, ça va faire des troubles, ça peut même arracher des pages parce qu'ils réécrivent, ça fait des pointus, c'est très difficile de faire le cursif, de relier les lettres entre elles, et puis tout simplement, la quantité d'écriture. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au bout de 10 lignes, c'est fini, ils ne peuvent plus. Et du coup, ce n'est pas possible de copier un cours, et devient complètement impossible. Et puis, il faut faire des choix. Parce que soit il va faire son contrôle, soit il va faire... Voilà. Et puis, au bout d'un moment, ça les fatigue. Et ça a pour conséquence aussi de troubler la concentration. Parce que du coup, ils ont beaucoup de mal. Voix et vie. Le podcast de Second Souffle. Merci beaucoup d'être revenu sur le contexte. Est-ce que toi, Esteban, tu peux également peut-être nous en dire un peu, compléter un peu ce que dit ta maman, et puis comme ça on pourra revenir après sur votre relation à tous les deux dans ce parcours. Alors déjà, beaucoup de choses ont été abordées. Pour commencer, effectivement, dans le parcours scolaire, malheureusement, il n'y a pas eu que mes soucis, entre guillemets, de handicap, entre grands guillemets, parce que ce n'est pas forcément toujours considéré comme du handicap. J'ai souffert de d'autres situations qui m'ont mené à une chute scolaire, mais pour le coup, dans ce cas précis du handicap, ça a été très très compliqué à gérer, parce que parmi les nombreux problèmes qui m'entouraient, qui étaient familiaux et de relations scolaires, tous ces problèmes-là ont été un petit peu délaissés. C'est vrai que le souci, c'est que quand on a des problèmes mineurs de ce style-là, c'est pas toujours reconnu, c'est pas toujours mis en avant, et le problème, c'est que très souvent, c'est marche aux crèves, avance, parce que de toute façon, les dossiers MDPH mettent beaucoup de temps à être mis en place, les profs ont du mal à trouver des solutions et te mettre des textes à trous, mais c'est ridicule comparé à la charge de travail. Et puis une grande perte de confiance en soi, parce que t'es pas comme les autres et que t'as envie d'être comme les autres, et que quand t'es déjà pas comme les autres, avec une famille pas comme les autres et avec une situation pas comme les autres, d'avoir en plus des choses qui ne sont pas comme les autres, c'est très compliqué. Le sentiment d'être à l'écart et d'être différent, et ça crée beaucoup d'autres soucis, parce qu'ils ne sont pas juste à l'écrit scolaire, ça crée des décalages mentaux, ça crée beaucoup de choses, et des simples différences qui créent des écarts avec les camarades peuvent devenir de vrais troubles et peuvent aussi énormément perturber mentalement. On parle très bien, Esteban, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez revenir tous les deux sur finalement cette relation, alors d'aidant à aider, qu'est-ce que pour vous, vous pouvez en dire? Est-ce que ça a changé quelque chose au quotidien dans tout ce que tu décris, Christine, sur les accompagnements, sur les difficultés, et puis toi, Esteban, aussi, dans la relation que tu as avec ta maman ou le reste de la fratrie aussi, est-ce que cette situation a eu ou des conséquences plus compliquées, ou au contraire des conséquences plus vertueuses? Pour reprendre la main, je dirais que c'est nuancé. En tant que personne aidée, il y a des très bons côtés comme des mauvais. Dans les mauvais, c'est que je pense, c'est mon intime conviction, que quand on ne vit pas une situation, on ne peut pas la comprendre, et que te mettre à la place des autres, c'est quelque chose de très compliqué, même pour sa propre mère ou pour son père ou pour qui que ce soit, et que forcément ça créera des désaccords, forcément ça créera des situations de discorde. Maintenant, dans toute situation avec quelqu'un qui veut sincèrement vous aider, qui est là vraiment pour vous, comme ma maman, ça finit forcément par rapprocher, ça crée des soucis, mais ça crée aussi de la complicité, et qui à force crée des liens solides basés sur l'entraide et basés sur la compréhension et l'écoute. Je dirais que le plus important, c'est surtout de mettre son ego de côté, comprendre qu'on peut pas toujours comprendre que tout n'est pas toujours facile, et que c'est pas toujours comme on veut. Nos enfants sont pas ceux qu'on imagine forcément, et que c'est pas toujours comme les choses se passent pas toujours comme on aimerait qu'elles se passent. Alors moi, je partage son avis à 100%. Moi, ça a changé des choses, oui. Alors déjà parce qu'il est l'aîné, alors c'était pas facile d'avoir un aîné différent finalement, d'être la maman d'un aîné différent et seule face à tous et toutes. C'est important parce que dans notre relation, Esteban, ça a joué un très grand rôle. Je me suis battue seule avec lui comme soutien, et comme en même temps, il subissait en même temps.
Donc moi, j'essayais à la fois d'être la personne ressource, rassurante et sur qui pouvait compter pour grandir. Et en même temps, j'étais cette personne où j'étais très angoissée de ce que les autres pouvaient dire, comment j'allais temporiser cet enfant qu'il faut faire taire parce qu'il essayait de dire. Il y a eu un moment, vraiment, quand il était en 6e, il cherchait à dire sa difficulté. Je ne peux pas dormir, j'ai mal. C'est parce qu'il avait mal en plus. Ça nous a beaucoup rapprochés aussi, énormément. C'est un lien très particulier finalement et ça va presque au-delà. C'était difficile à exprimer parce que c'est d'aller dire au-delà du parent. Ça veut tout et rien dire, mais c'est quelque chose plus du ressenti. Une relation d'aidant finalement. Voilà. Et qui a changé effectivement tout un planning et beaucoup d'amour aussi. Puis je tiens aussi à dire que forcément dans les autres choses qui doivent être prises en compte, la maladie cœliaque est une maladie chronique qui fait extrêmement souffrir. Il y a beaucoup de maladies de ce style-là qui sont importantes à prendre en compte parce que c'est pas parce qu'on ne souffre pas, enfin qu'on n'a pas forcément un manque de capacité à l'école que ça ne fait pas souffrir forcément. Avant de donner la parole à Valentin aussi, qui va pouvoir revenir sur la relation, lui, qu'il a entretenue avec ses propres parents dans son parcours lié à la dyspraxie. Je voulais revenir un petit peu à notre question aussi de départ, qui est comment, si on a des conseils à donner à nos auditeurs, peut-être garder une bonne relation ou en tout cas pouvoir éventuellement passer le relais si ce n'est pas le cas. Est-ce que vous avez peut-être des tips, des choses à nous partager ? Moi, je reviendrai sur la première émission quand on a discuté avec Olivia, où on disait que c'est beaucoup de présence. Donc, c'est tout un emploi du temps à organiser aussi pour être là dans les moments, surtout au début, pour voir quel rythme on va prendre. Prendre aussi des outils pour effectivement... je reprendrai encore ce qu'a pu dire Olivia. On avait un calendrier sur lequel aussi, moi, je notais un certain nombre de choses concernant le sommeil. Vous devez vérifier le sommeil, l'alimentation, y faire attention du coup. Aussi peut-être être plus flexible et savoir s'adapter. Écoute, si tu ne dors pas à 23h, tu ne dors pas à 23h. Le temps que en fait, la prise en charge aussi des médicaments fasse leur effet. Et puis, ça n'a pas toujours fonctionné, les médicaments. Donc, vraiment, c'est une grande patience. Oui, voilà, si je peux te donner un conseil, c'est ça, c'est une patience, parce qu'on nous donne beaucoup d'injonctions aux parents. Il faut faire ci, il faut mettre le cadre, c'est telle heure on se lève, telle heure on mange, telle heure ceci, telle heure cela. Eh bien, là, ça n'est pas possible. C'est un changement de vie et de rythme dans lequel on est quand même obligé de s'adapter à son handicap, à sa difficulté, pour que lui puisse, à partir de là, aussi s'épanouir, trouver de nouveaux fonctionnements. Je dirais même que dans tout ça, en fait, il faut sortir un petit peu de ces carcans très superficiels de on se couche à telle heure, on fait ça à telle heure. En fait, je trouve ça, de mon point de vue, extrêmement ridicule. Je trouve qu'aucune famille ne fonctionne comme ça et que c'est se mentir à soi-même. Et que, encore plus quand on a des enfants qui sont en difficulté, je trouve que c'est absolument pas le fond du problème. Je trouve que même la présence, c'est quelque chose qui est intéressant, pas forcément au niveau même de prendre un rythme. Je pense que c'est important de savoir écouter. Je pense que la chose la plus compliquée quand on se sent différent, c'est de ne pas être écouté, de ne pas être compris. Je pense que énormément se sentent seuls, parce que ce qu'on ressent, c'est que même quand des gens s'intéressent à nous, on se sent profondément seul. Quand on ressent des choses pareilles, les gens ne peuvent pas comprendre, les gens ne peuvent pas se mettre à notre place. Encore plus quand des situations de famille sont compliquées, encore plus quand les situations scolaires sont compliquées. Donc je pense que le plus important, c'est de savoir se mettre à sa place, savoir mettre ses émotions de côté, savoir écouter la personne et entendre sa souffrance sans la prendre pour soi, parce que c'est très difficile, parce que ça fait extrêmement mal, et quand on est empathique, c'est des choses qui font très très mal, parce que de voir quelqu'un souffrir d'une chose aussi injuste, ça peut faire extrêmement mal. C'est très important de prendre du recul et de savoir que cette personne, vous êtes là pour la soutenir, et que elle a forcément toute la vie devant lui faire comprendre que le collège est une période ingrate, parce que oui, vous allez souffrir, c'est quelque chose qu'il faut entendre, parce que quand on souffre de choses comme ça, nous dire que la vie va bien se passer, c'est un mensonge. Et que ça veut pas dire que c'est pas un message de désespoir qu'il faut entendre, c'est plus que c'est un combat, et qu'il faut avoir conscience que c'est un combat. Car la vie est un combat déjà pour beaucoup de gens, mais encore plus pour des gens comme nous, et que beaucoup de gens se mobilisent pour que le combat soit de plus en plus facile, mais que ça restera toujours et à jamais un combat. Merci beaucoup Esteban. On va peut-être laisser la parole à Valentin.
Tu as 21 ans, comme tu disais au début de l'émission, tu bosses en tant qu'animateur et tu te définissais également comme dyspraxique. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que c'est, comment tu l'as vécu et nous parler un peu de la relation que tu as eue et que tu as toujours avec tes parents dans le cadre de ce parcours? Oui, comme je l'expliquais, effectivement, je suis porteur de handicap dyspraxique. Et en fait, c'est un handicap qui peut toucher à plein de points particuliers sur une personne. Moi, ça vise principalement sur le trouble de l'attention, sur la vitesse d'écriture, d'exécution, sur tout ce qui peut concerner la demande de réflexion importante qui peut arriver dans plein de situations différentes, notamment dans certaines matières scolaires comme les mathématiques ou autres matières qui demandent vraiment une grande concentration, une grande réflexion, qui demandent à beaucoup réfléchir. Donc ça a eu un impact assez important dans mon parcours scolaire. Malheureusement durant la partie du collège, beaucoup plus au collège, parce que c'est un moment en fait où on a réussi à se rendre compte avec mes parents effectivement que mes difficultés durant mon parcours scolaire n'étaient pas étaient liées en fait à un handicap, liées à quelque chose. Après qu'on ait fait des diagnostics, qu'on ait fait des analyses, des recherches afin de comprendre à quoi étaient dus mes problèmes. Et en fait au collège il y a eu beaucoup de passages très compliqués, notamment autour du cadre enseignant qui était très peu dans la compréhension, qui n'arrivait pas à comprendre ce qu'était vraiment la dyspraxie, que mes difficultés dans chacune des matières, c'était pas une façon pour moi de ne pas travailler ou une raison pour laquelle je ne voulais pas travailler, c'était quelque chose qui m'impactait profondément sur le fait que, comme l'avait expliqué Esteban, sur le fait qu'on se sentait pas comme les autres, que du coup on n'avait pas le même niveau scolaire, qu'on n'arrivait pas à avoir les mêmes compétences que d'autres pouvaient avoir, qu'ils arrivaient à s'en sortir dans beaucoup plus de situations par rapport à nous. Ce qui a eu un impact assez important sur ma santé mentale durant toute cette période scolaire-là. Et j'ai eu énormément de chance d'avoir des parents qui ont été très tolérants et qui ont su m'accompagner de manière très rapide pour cette situation-là. Ils ont eu recours à toutes les démarches qu'il fallait, notamment des orthophonistes et autres personnes justement qui pouvaient me permettre de m'améliorer, d'améliorer ces troubles de l'attention, de la concentration, afin de pouvoir passer au-dessus en fait de ces difficultés que je pouvais rencontrer. Et j'ai su en grandissant, en passant au lycée notamment, à faire avec ce handicap, réussir à m'adapter, trouver des moyens pour me servir plutôt de cette faiblesse comme une force. Et de pouvoir m'en sortir un peu mieux et de pas me laisser abattre par rapport à cette difficulté qui pouvait être quand même relativement dure, sachant que ça a engendré notamment perte de confiance et qui a encore un impact aujourd'hui sur ma vie actuelle. Et puis ça a débouché sur plein d'autres problèmes certains que pour lesquels j'ai pu remédier et d'autres qui perdurent encore aujourd'hui, mais voilà. Merci Valentin. C'est vrai que la dyspraxie, c'est pas forcément connu de tous. On rappelle que ça fait partie des handicaps moteurs. Et dans beaucoup de handicaps invisibles, finalement, quand on parle de handicap, on pense à des choses visibles, mais plus de 80% des handicaps sont invisibles. Et c'est vrai que dans ton parcours, on voit comment tes parents ont pu essayer de t'aider en t'orientant, en t'accompagnant vers des spécialistes. Et tu as pu dépasser un certain nombre de difficultés. Certaines sont encore présentes, persistent, mais ça ne t'a pas empêché d'avoir une activité professionnelle, une vie de jeune adulte, comme tu l'as actuellement. Si on revient sur la relation d'aide et la relation que tu as avec tes parents, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux nous dire par rapport à ça ? Est-ce que finalement ça vous a resserré, est-ce que ça a resserré les liens ? Est-ce que parfois ça a été un peu plus compliqué ? Est-ce que tu as une fratrie ? Est-ce que ça a aussi eu un impact ? Honnêtement, toutes les démarches qui ont été prises par mes parents par rapport justement à mon handicap et toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer dans ma vie, ça n'a pas vraiment eu un impact négatif. On est vraiment resté du début jusqu'à la fin dans une relation solide où on était vraiment dans la tolérance, l'accompagnement et justement l'encouragement. Le fait en fait que je me laisse pas abattre sur le fait que durant ma scolarité c'était très compliqué.
ils m'ont accompagné, ils ont fait en sorte que j'arrive à relativiser par rapport à tout ça. Et je parle de mes parents, mais je parle du reste de ma famille, notamment ma sœur aussi, qui elle aussi a eu ce côté tolérante, aussi dans l'accompagnement, qui m'aidait sur beaucoup d'aspects dans l'apprentissage des matières et tout ça, afin d'essayer de trouver des solutions, trouver des moyens de m'adapter dans ces difficultés pour pouvoir m'en sortir un peu plus dans ces matières-là, quoi. Merci à tous les trois pour votre témoignage. On voit bien que la relation d'aide, c'est quelque chose quand même qui est pas forcément si simple. Des fois, ça peut être mis à mal et au contraire, parfois, ça peut se renforcer. Dans ce que vous dites, on sent que l'écoute, le lien affectif que vous avez dans vos familles, mais également l'entraide mutuelle et le faire appel des fois à un tiers, un professionnel, mais également de pouvoir en parler, de dire quand parfois on a peut-être des limites ou de la colère ou autre chose, peut-être d'être assez transparent par rapport à ça. Et je retiens aussi l'idée du combat. Esteban parlait d'un combat qui est un peu continuel, avec, je pense aussi des moments où on se pose un peu plus. Mais je trouve que c'est assez riche, votre témoignage. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose d'autre. Et ça sera le mot de la fin. Pour conclure, pour finir un peu sur une note positive, parce que j'étais plein de hargne et de détermination, je dirais que quand même, comme l'a dit mon camarade juste avant moi, l'entourage est très important, parce que ma mère m'a énormément accompagné. On peut pas en dire autant de mon père, mais j'ai des frères et sœurs géniaux aussi qui m'ont énormément accompagné, et que il y aura toujours de l'entourage. On n'est jamais vraiment complètement seul, et que même si on se sent pas compris, il y a quand même des gens qui sont là pour nous, qu'il faut quand même faire la part des choses entre ce qu'on est compris et quand même ce que les gens essaient de nous soutenir. C'est un mélange que soi-même il faut essayer de comprendre, parce que c'est très très compliqué, et que soi-même quand on subit ce genre d'injustice qu'on n'a pas décidé, ça reprend du recul, c'est très difficile, mais c'est une qualité qui est très importante et qu'il faut savoir acquérir parce qu'on n'a pas le choix. Merci Esteban pour ce mot de la fin. Merci à tous et toutes de nous avoir écoutés. Je remercie Olivia, Valentin, Esteban et Christine d'avoir été présentes pour ce nouvel opus de notre podcast. Je remercie également la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines qui a financé ce projet, mais également le budget participatif handicap de la région, et ainsi que nos adhérents, les personnes qui nous suivent et qui ont contribué de près ou de loin à ce beau projet. À bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Voix et vie. Le podcast de Second Souffle.